Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre Un endroit où aller, où ce soir j'ai l'immense plaisir de recevoir Julie Héraclès. Bonsoir Julie. Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Tous mes voeux pour cette nouvelle année, tous mes voeux à tous les lecteurs qui nous regardent. Alors ce soir, je vous reçois pour un livre qui était sorti en août 2023, qui est sorti hier dans toutes les bonnes librairies, je ne sais pas si vous le voyez bien. Ça s'appelle Vous ne connaissez rien de moi, donc au livre de poche. Il a eu le prix Stanislas en 2023 et il fait partie de la sélection prix des lecteurs 2025 du livre de poche. Alors, Julie, avant qu'on commence à débattre, je vais rappeler à nos amis lecteurs que s'ils veulent vous poser des questions, ils peuvent utiliser l'onglet Converser ou directement sous la vidéo Facebook. Comment allez-vous, Julie? Allez, on est en 2025, c'était en 2023. Après cette sortie, revenir parler de votre premier roman. Je suis toujours aussi heureuse en fait d'en parler. C'est vraiment incroyable justement qu'on continue à en parler alors que ça fait maintenant presque 1 an et demi qu'il est sorti. Donc non, que de la joie. Bon, très bien. Alors, ce roman, il a changé de couverture. Le voilà. Je vais le montrer en grand, je vais le montrer à l'écran. Allez, il n'y a pas de raison qu'on ne le voit pas en grand, nous aussi. Voilà. Si vous me permettez, pendant qu'on voit le visuel, je voudrais lire quelque chose avant que vous résumiez en 1 minute votre roman. Je voudrais lire l'avant-propos parce que c'est très important. Et quand il y a des avant-propos, mesdames, messieurs, je pense qu'il faut vraiment les lire. Il y a marqué. Ce roman s'inspire de faits réels, mais ne prétend aucunement être une reconstitution historique. Les dates et les lieux ont été, pour la plupart, respectés, mais l'enchaînement des événements est pure fiction. Je ferme la parenthèse, mais c'était important que je le mentionne. Donc Julie, je vous donne 1 minute pour résumer à tout le monde de quoi parle votre premier roman. Eh bien, je suis partie d'une photo qui a été prise par Robert Capa le 16 août 1944 lors de la libération de Chartres. Donc, cette photo est éminemment célèbre. On y voit une femme qui a été tondue lors de la libération, qui tient son enfant dans ses bras. Et autour d'elle, la foule haineuse, hilare également. Cette photo, elle a été prise dans ma ville, à Chartres, et elle m'a toujours marquée, interpellée. Et il y a eu un moment dans ma vie où j'ai eu envie de retracer le destin, le parcours de cette femme. Donc, tous les éléments biographiques connus, je les ai conservés et tout ce qu'on ne connaîtra jamais, je l'ai imaginé. Donc, c'est pour ça que c'est une fiction qui s'inspire de faits réels et qui explore les méandres du parcours de cette femme. Alors vous avez choisi de faire un choix très important qui est assez, qui donne la force au roman, c'est la première personne. Et vous avez pris donc ce parti pris, c'est-à-dire de partir, de garder les faits réels et de fictionner tout ce qui était un peu dans sa tête et toutes les choses qu'on ne connaît pas. Pourquoi avoir pris cette direction-là? Est-ce que c'était pas se compliquer un peu la tâche? Ou est-ce que c'est plus facile, justement? Alors, en fait, au départ, j'avais écrit à la troisième personne du singulier. Et au bout de quelques mois, ça ne me convenait pas, ça manquait d'énergie. Et donc, je me suis dit, bon, je vais essayer à la première personne. Et là, tout de suite, c'était beaucoup plus fluide, en fait. Ça m'a permis, paradoxalement, ça m'a permis aussi de prendre de la distance avec ce personnage, puisque finalement, tous les choix qu'elle fait, ce n'est pas un narrateur extérieur qui décide de les raconter et donc de faire des choix qui forcément sont subjectifs. C'est uniquement elle, la protagoniste, avec ses pensées qui peuvent être à certains moments odieuses. C'est elle, en fait, qui est la responsable. Donc finalement, moi, ça me permettait, en tant que auteur, de prendre vraiment de la distance avec mon personnage. Et voilà, donc le jeu n'a pas été un choix immédiat, mais il s'est imposé finalement comme étant pour moi le meilleur. Alors, vous parliez de distance, je crois que vous l'avez écrit à très très loin de la France, ce roman. Oui, Pendant oui, 3 ans. Alors, est-ce que c'était plus facile parce que c'était des circonstances professionnelles, est-ce que oui, c'était plus facile d'être loin de Chartres pour avoir justement cette distance, pour voilà, être loin de cette ville qui est aussi présente dans votre roman? oui. C'était voulu, ça? Comment ça s'est passé? Alors, non, c'était pas voulu. Quand je suis partie à La Réunion, je ne savais pas encore que j'allais écrire sur Chartres. Ah, d'accord. Je savais que je voulais écrire sur l'occupation. Et donc, j'avais emporté des livres, des films avec moi. Et vraiment, en défaisant mes valises, je suis retombée sur cette photo. Et c'est là où je me suis dit, je ne vais pas aller chercher plus loin, en fait. Voilà, je vais m'intéresser de près à ce destin-là. Et après, le fait d'être loin
de Chartres. Donc Chartres, c'est une ville que je connais parfaitement. Mais le fait d'être loin, ça m'a peut-être libérée. Si j'avais été sur place, peut-être que je me serais sentie plus contrainte de retourner sur les lieux, d'aller vérifier des choses. Là, j'étais loin. Donc finalement, enfin, mon imaginaire était vraiment libéré. Alors, c'est votre premier roman, mais vous écriviez des nouvelles avant. Mm. Qu'est-ce qui a été le point de bascule pour passer de la nouvelle au roman? Alors, je crois que depuis toujours, depuis l'adolescence, en fait, j'avais ce désir d'écrire un roman. Mais je me sentais pas capable, je me sentais pas à la hauteur. Et donc, j'ai commencé par écrire des nouvelles parce que j'ai commencé à faire des concours, en fait, des concours de nouvelles. Il y a beaucoup de concours en France qui sont organisés par des associations, des bibliothèques. Et ce qui est bien dans un concours, c'est qu'on a des lecteurs, en fait, qui ne sont pas la famille, les amis. Donc, voilà, des lecteurs qu'on ne connaît pas. Et donc, qui vont être impartiaux dans ce qu'ils vont, dans leur jugement. Donc, voilà. Et après, le format de la nouvelle, c'est un format extrêmement exigeant parce qu'en très peu de pages, il faut arriver à la fois à happer le lecteur et à l'étonner. Le propre d'une nouvelle, c'est aussi le fait qu'il y ait une chute. Donc, je pense que c'est un exercice à la fois technique, mais extrêmement enrichissant. Et donc voilà, donc pendant 10 ans, j'ai fait des concours, j'en ai gagné certains, j'ai échoué à d'autres, mais ça a été formateur, ça a été extrêmement formateur. Et le déclic, en fait, pourquoi à un moment je suis passée au roman, le déclic, en fait, c'est mes 40 ans. Je me suis dit, je suis peut-être à la moitié de ma vie, il faudrait peut-être qu'un jour, j'essaye au moins de me lancer. Donc voilà comment ça a commencé. Alors, est-ce que c'est plus facile d'écrire un roman au final par rapport aux nouvelles? Alors, je ne sais pas si c'est plus facile. C'est plus long. C'est plus long, ça demande vraiment de s'immerger dans un contexte, dans une histoire. Euh, mais c'est vrai que pour moi, la nouvelle, ça reste un exercice très difficile. Et aujourd'hui, je préfère écrire un roman et m'immerger pendant plusieurs années sur un projet au long cours, plus que d'écrire des nouvelles, parce que je trouve que c'est trop exigeant finalement une nouvelle. Moi, quand j'ai lu votre roman, je l'ai trouvé. Il y avait le contraste avec cette photo qui était en noir et blanc et la langue à l'intérieur qui était un peu haute en couleur. Parce que c'est vrai que c'est une langue très moderne et moi, c'est ça qui m'a plu. Euh, je dis pas que l'histoire ne m'a pas plu, mais moi, je me suis attachée à votre langue. Et je me Mm. suis dit, voilà quelque chose d'intéressant, mais finalement, c'est ça qui percute. Parce qu'on a un contraste entre la période de l'occupation, le destin de cette héroïne, je vais lui mettre plein de guillemets, je Mm. vais faire attention Cette à ce que je dis, protagoniste. protagoniste, voilà, merci Julie, et la langue qu'elle utilise. Comment vous Mm. avez travaillé cette langue justement? Parce que c'est ça qui est dingue, on dirait que c'est quelque chose qui s'est passé là en 2023. Alors, c'est vrai que, en fait, elle n'est pas si moderne que ça, la langue. Enfin, tous les éléments d'argot que j'utilise, j'ai vérifié auparavant si c'était bien, si ça existait bien à l'époque. Et à mon grand étonnement, en fait, dans les années 40, on parlait presque comme aujourd'hui. Ça n'a pas énormément évolué, et notamment l'argot. L'argot, il vient en fait du début enfin, du 19e même, début 20e. Donc, il y a un site qui s'appelle le CNRTL, le Centre national de recherche textuelle et linguistique, où on peut voir les occurrences en fait des mots, des expressions, notamment dans les romans. Et donc, j'ai eu à cœur de vérifier chacune de mes expressions pour voir si effectivement je n'étais pas anachronique. Et non. Et le fait de faire parler ma protagoniste de cette manière, ça m'a... En fait, c'était dans un moment un peu de découragement où je trouvais que, pareil, ça manquait d'énergie. Et à ce moment-là, je lisais Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu. Et c'est vrai que la langue aussi dans ce roman est extrêmement argotique à certains moments. Et je me suis dit, mais pourquoi j'essaierais pas avec Simone? Finalement, elle vient d'un milieu populaire. Pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas parler de cette manière-là? Et c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai eu ce déclic, où ça m'a libérée. Et j'avoue que ça a été extrêmement jouissif de la faire parler de cette manière-là. Parce que moi-même, je ne parle pas comme ça dans la vie. Et le fait de pouvoir parler comme ça dans mon roman, j'ai adoré. Voilà. Justement, c'est la magie de la littérature, on peut faire ce Oui, qu'on veut.
dans la fiction finalement. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que la littérature euh, permet toute liberté? Oui, enfin pour moi, la littérature, c'est le pouvoir de l'imagination, le pouvoir de la fiction. Et oui, enfin, l'auteur a toute liberté pour imaginer le monde, l'univers narratif enfin, qu'il a envie. Donc oui, je pense que la liberté est reine. Parce que Simone Grévise, votre Mm, protagoniste, est le double de fiction de Simone mm, Rousseau, en fait, qui a vraiment existé. mm, Pourquoi avoir choisi de garder justement le même prénom? Est-ce que ça aurait pas été plus simple de, comme c'est une fiction, mm. changer complètement le prénom? Et vous avez changé le nom de sa fille aussi, Oui. semble-t-il, de mémoire, parce qu'on a eu une trois, mais pourquoi garder Simone? Euh, Parce que je m'inspire quand même d'une histoire réelle. Et il me semblait important de garder le prénom de la véritable Simone. J'aime bien ce vers de Verlaine, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Et je pense que ça s'adapte bien à mon roman. C'est-à-dire que il y a tout ce que l'on connaît sur elle est dans le roman, mais tout ce qu'on ne connaît pas, là, c'est l'imagination. Donc, Simone, parce que quand même, je m'inspire de la vie de la véritable Simone et j'ai changé son nom de famille parce que ce n'est pas vraiment elle non plus. Voilà. Et puis, Simone, ce prénom, c'est un prénom tellement emblématique de ces années-là que, voilà, j'ai eu envie de le garder. Euh, c'est qui Simone Grévise pour vous? Comment vous la décririez? Est-ce que vous Alors, l'avez visualisée? Parce que ça doit être compliqué de cohabiter avec un personnage, parce que la vraie Simone Toussaint, elle est quand même un peu toxique, elle est un peu... oui, pas un peu, oui, oui, elle est Ouais, elle est complètement toxique. totalement Oui, toxique. oui, Comment on fait pour cohabiter pendant c'est une bonne 3 ans question. avec Euh, un personnage comme ça? alors, bah déjà, on fait des pauses dans l'écriture. C'est important pour essayer de se renouveler aussi. Et, euh, et en fait, ce que j'aime bien dire, c'est que finalement, quand on écrit un roman, il n'y a pas que le personnage principal qui est important. Il y a tellement d'autres aspects, en fait, à travailler que finalement, le personnage principal, ça devient un des aspects que je travaille. Par exemple, je me suis intéressée à la ville de Chartres, je me suis intéressée à la cathédrale, je me suis intéressée bah, à la vie quotidienne dans ces années-là. Euh, donc, donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'autres éléments que j'ai travaillés en parallèle de la psychologie de mon personnage principal. Donc, ce qui m'a permis de ne pas être complètement euh, annihilée par ce personnage qui, oui, fait des choix odieux. Elle vous a posé des problèmes, Simone, elle vous a emmené là où vous ne vouliez pas aller, justement. En fait, ce qui m'a intéressée dans ce projet, c'est justement de me dire, mais pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée là? Qu'a-t-elle fait? C'est cette si jeune femme, elle a 23 ans, elle va avoir 23 ans au moment où la photo est prise. Qu'a-t-elle fait pour être tondue à la libération? Euh, et en fait, ce que j'ai voulu faire, ce n'est pas juger, ce n'est même pas expliquer, c'est juste raconter une histoire humaine et essayer d'imaginer toutes les, à la fois, enfin, la conjonction à la fois de convictions, de circonstances, de rencontres qui ont fait qu'à un moment, elle a fait les choix qu'elle a fait, donc de mauvais choix. Voilà, donc c'est ce parcours en fait qui m'a passionnée, qui m'a intéressée. Alors, il y a des personnages masculins aussi, parce qu'il ne faut pas les Mhm, oublier. mhm, Il y a Pierre, le fils oui. du prof d'allemand, parce que la langue allemande est très importante pour Simone. Mhm, Enfin, je sais pas, on va parler que de votre protagoniste. oui. Même à un moment donné, j'ai relevé, je vais le lire parce que je ne l'ai pas retenu. Je veux être allemande pour me sentir forte, pour croire en mon avenir. Alors, ça, j'imagine que ça, c'est Oui. Mhm, c'est fort, hein, vous avez des mots mhm, percutants. Après, pareil, elle dit, je veux être allemande pour ne pas être comme toi, Pierre. On a mhm, l'impression, alors après aussi, vous parlez aussi un peu de la foi, parce qu'il est question de Sainte Bernadette. Donc tout ça est mhm, lié, on a l'impression qu'elle a quand même une conviction forte et aussi elle veut réussir parce qu'elle veut mhm. avoir Ouais. son... Donc déjà, à l'époque, vraiment, et puis elle voulait être la meilleure, en gros, Oui. attente.
C'est une Oui, guerre. oui, j'ai imaginé en fait que effectivement c'était une jeune fille qui ne voulait pas ressembler à sa mère et qui voulait absolument s'en sortir par tous les moyens en fait. Euh, et donc j'ai pensé qu'elle avait pu être véritablement séduite par l'idéologie nazie, parce que je pense que cette idéologie a un pouvoir de séduction, quoi qu'on en dise, cette idéologie mortifère a pu séduire certaines personnes. Donc, j'ai imaginé que ma protagoniste avait pu être séduite. Et donc, bah, par exemple, les rassemblements hitlériens ont pu l'époustoufler. Et puis, La fascinée. la fasciner, oui. C'est ça, hein. Comme si elle était hypnotisée par Ouais. est-ce que le pouvoir, justement. Je me suis posé la question, je me suis dit, la façon dont tout. Il y a des moments là où on va pas tout raconter dans le détail parce qu'il faut Mm. le lire, ce roman, je vais Mm. le dire. Euh, c'est ça, en fait. Est-ce que c'est pas le pouvoir derrière qu'elle cherche un peu? Déjà, je suis une femme, donc je suis, entre guillemets, une minorité à l'époque, Mm. mais je veux faire des études, je veux devenir la meilleure Oui, pour accéder au pouvoir et pour être proche des Allemands qui, pour elle, c'était le top du oui, top, quoi. Nous, oui, oui, il y a tout à fait de ça, Américains, et elle, effectivement. les Allemands, c'est le top du top. Quand elle Oui, dit, oui. moi, Martha Goebbels, c'est la femme qui me fascine le plus. Ouais, ouais, Dingue, quand on le lit, ouais, on se dit, ouais, vache. Pardon. ouais. Non, non, mais enfin, j'ai imaginé que ça pouvait être ça. Donc, le pouvoir, la réussite sociale aussi, parce qu'elle vit une déchéance avec ses parents, enfin sa mère qui fait faillite, la crèmerie familiale fait faillite. Et donc, elle veut échapper à ça, elle veut échapper à la pauvreté, elle veut échapper à la déchéance. Elle veut aussi prendre sa revanche par rapport à toutes les humiliations qu'elle a pu subir étant enfant ou adolescente. Et donc, quand les Allemands arrivent, eh bien, elle se dit bah, que ce sont eux qui vont la sauver. C'est Voilà. quelque chose à prendre, en fait, quelque Mm. part. Mm. Et Malheureusement. il y a un deuxième personnage, et là, c'est là aussi la force du livre. Il y a une histoire d'amour dans ce livre, quand même, Mm. avec Otto Weiss. Qui est Otto Weiss, en fait? Je sais pas comment on prononce, moi je prononce comme ça, mais peut-être que je le prononce Oui, Otto Weiss, pas ouais. très allemand, moi, mais Moi non plus. on oublie de dire quand même, moi, à mon époque, moi je suis de 74, à l'époque, dans les études, ceux qui faisaient langue 1 allemand, c'était le top du top, hein. Ouais. Maintenant, je crois que l'allemand se fait beaucoup moins à l'école, mais l'allemand, c'était quand même le truc. Oui, oui, oui. Bah, moi aussi, oui, oui. Moi aussi, c'était les meilleurs en fait qui faisaient allemand, Hein. effectivement. Ouais. Qui est ce mystérieux Otto. Alors, en fait, j'ai voulu construire, enfin, il y a beaucoup de mes personnages, à chaque fois, j'ai voulu les construire de manière un petit peu à rebours de ce qu'on aurait pu penser. Euh, je déteste tout ce qui est manichéen, vous voyez? Donc, Otto Weiss, c'est un soldat, c'est un officier de la Wehrmacht. Donc, on aurait pu penser qu'il soit nazi. En fait, non. Il est beaucoup moins nazi que les Simone, finalement. Donc c'est un homme qui finalement s'est engagé un peu, enfin, contre son gré, enfin, parce qu'il a été obligé, mais il ne partage pas les convictions du national-socialisme. C'est un lettré, il était libraire, euh, et c'est un petit peu, c'est un des personnages qui essaye de mettre en garde Simone. Mais elle a des œillères et elle n'arrive pas à voir en fait ce qu'il essaye de lui dire. C'est ça qui est perturbant aussi dans Mm. votre roman. C'est-à-dire que Mm. les rôles sont un peu inversés. Oui, mais c'est Et ça donc, qui m'intéresse. voilà, Ouais. c'est ça, on se dit, mais alors déjà, on a la photo. Bon, pas celle-ci, mais celle-ci est super, superbe, hein. Je voudrais dire quand même que Mm. le travail du livre de poche, la force du livre de poche, ce sont aussi Oui. les Ouais. couvertures. Celle-là, elle est sublime aussi parce que elle veut tout dire et rien dire à la Mm. fois. Mm, C'est assez mm. mystérieux, mais Oui, elle dit beaucoup de choses finalement. c'est vrai, c'est vrai. Donc on a cette photo en noir et blanc qui est forte. Après, on se dit, bon, on a des trucs historiques, donc voilà. Et après, on a donc le langage qui nous percute. Et puis, on a toutes ces pistes qui sont brouillées parce qu'on a un nazi qui dit à une Française que finalement, non, il ne faut pas Mm. qu'elle soit. Alors, on se dit, Mm. voilà, mais qu'est-ce qui se passe dans ce roman? C'est pour ça qu'il faut lire. Moi, je voudrais qu'on revienne sur le titre. Vous ne connaissez rien de moi. Pourquoi avoir choisi ce titre? Euh, Pour faire un contraste par rapport au fait qu'on la connaît tous. oui, en Les fait, on connaît tous la photo, ouais. mais on ne connaît pas le destin de cette femme. Donc, c'était un jeu par rapport à ça. Et puis, c'est la dernière phrase du livre.
Donc, c'était un petit peu un clin d'œil, en fait. Quand on finit le livre, on retrouve le titre et c'est comme un cercle. Et je trouvais ça assez bien trouvé. On a quand même beaucoup cherché avant de trouver ce titre-là. Enfin, ça s'est pas venu Ouais, d'emblée. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est un bon titre. Et puis le fait également d'utiliser, d'interpeller en fait le lecteur d'emblée, ça, je trouve que ça, c'est assez accrocheur. Ça me plaît bien. quand j'ai relu votre livre, là, en format poche, je vais pas les lire. Les trois dernières phrases de la fin sont quand même très puissantes. Je me suis dit, oula, je me souvenais plus, bon, effectivement, entre-temps, mais et je me suis dit, mais finalement, oui, finir par le titre, c'est Mm, plutôt pas mal. Parce que mm, ça remet un point, tout est mm. cohérent, en fait. Donc, il faut vraiment le lire, le livre. Si vous aviez l'opportunité de le réécrire, est-ce que vous le réécririez de la même manière ou vous changeriez des choses que vous changeriez à l'intérieur? Par exemple, vous rajouteriez des personnages, vous vous dit, ah ben tiens, j'ai pas traité ça, est-ce que je le rajouterais? Ou vous referiez tout à Non, l'identique? honnêtement, je referais exactement la même chose. Enfin, ce projet, enfin, c'est 3 ans en fait d'écriture, 3 ans de vie. Euh, et non, et je pense que je ferai la même chose parce que le personnage me semble cohérent en fait par rapport au contexte, par rapport à ce qu'on sait d'elle. Donc, je pense que je ferai exactement la même chose, ouais. Combien de temps de recherche pour écrire ce livre? Alors, 3 ans en totalité pour l'écrire. Oui, Combien de temps la partie recherche? en fait, j'ai fait des recherches en parallèle de l'écriture. J'ai D'accord. toujours continué à regarder des films, à lire des livres pour un petit peu, oui, continuer à avoir de la matière, en fait. Donc, ça a été un cheminement perpétuel entre recherche et écriture. C'est quoi qui vous plaît dans la période de l'occupation, quoi, les années 40, c'est quoi qui vous fascine? Euh, je pense que Je pense que c'est un creuset d'histoire, en fait, cette période-là. Le pire a côtoyé le meilleur. Et pour un romancier, enfin, c'est tellement riche. Il y a tellement de choses à raconter. Je pense que ça sera jamais épuisé, en fait. Donc, c'est ça qui m'a passionnée. Il y a deux références littéraires là qui me sautent dont je me souviens bien. Donc, il y a le livre sur la Sainte Bernadette. Et il y a un moment donné, elle lui dit, mais est-ce que tu as lu ou est-ce que tu connais les chiennes Baskerville? Hmm, Je me suis dit, tiens, c'est marrant de le voir oui. arriver comme ça. Pourquoi ce livre-là? Parce que c'était le livre de l'époque ou c'est un livre que vous aimiez particulièrement? Oui, c'est un livre que j'ai lu à l'adolescence qui m'avait fait forte impression. Et donc, je me suis demandé si c'était plausible qu'elle ait pu le lire. Donc, j'ai regardé, oui, c'était plausible. Donc, oui, c'est pour ça que je l'ai mis. Il y a aussi La lettre écarlate Ouais. qui m'avait marqué à l'adolescence aussi, que j'avais envie de citer également. Mm. C'est quoi votre premier choc de lecture? Euh, le premier choc de lecture, alors il y en a plusieurs, mais quand j'étais, je pense en CM1, j'ai lu Automne emporte le vent. Je pense En que j'ai pas, CM1, vous avez lu j'ai autant pas d'enfants. dû tout comprendre. En fait, j'ai été attirée par la couverture où on voit Vivienne Leigh avec ses yeux verts et sa robe merveilleuse. Je me suis dit, tiens, une histoire de princesse. Et j'ai lu ce livre, sans doute en ne saisissant pas tout, mais enfin, je me souviens que ça m'avait quand même happée. Et, euh, et puis j'ai découvert vraiment une époque, une guerre dont j'avais jamais entendu parler, la guerre de sécession, on n'en parle pas à l'école. Ça m'avait fasciné en fait que la littérature puisse me transporter à ce point dans une époque qui n'est pas si ancienne, dans un pays qu'on est censé tous connaître. Et là, je ne soupçonnais rien. Donc voilà, je me souviens très bien de cette lecture-là. Voilà, après, il y a aussi Marcel Pagnol. La gloire de mon père, le château de ma mère, qui m'avait marqué. C'est les premiers livres dont je me souviens, ouais. Ah, maintenant que vous avez écrit un roman, est-ce que ça a changé votre manière de lire? Hmm. Euh, Est-ce que ah, mais là, alors, le oh, lecteur pourrait dire, moi, je l'aurais pas écrit comme ça, mais vous qui, qui maintenant être auteur, avec un E à ouais. la fin, est-ce que ça change votre manière de aussi d'écrire? Est-ce que, mais non, surtout de lire. Alors, de lire, alors c'est vrai que je peux avoir tendance à remarquer
plus facilement les techniques qui sont utilisées. Mais je dirais que quand un livre me prend vraiment, là, j'oublie tout et je ne regarde plus la technique et je me laisse vraiment happer totalement par la lecture. Là, je ne réfléchis plus. Euh, Par exemple, dernièrement, j'ai lu Mud Woman de Joyce Carol Oates et, euh, et là, j'ai été époustouflée en fait déjà par le talent de conteuse qu'a Joyce Carol Oates. Elle sait vraiment raconter des histoires. Euh, et, euh, et puis par sa langue, alors même si c'est une traduction, il n'en reste pas moins que quand elle fait des descriptions, ces descriptions, elles ne ressemblent à rien de connu en fait. Elle a l'art d'utiliser des termes qu'on n'a jamais vus dans une description. Par exemple, je me souviens elle décrit un des personnages féminins en disant, elle avait le teint euh, couleur de margarine rance, enfin quelque chose comme ça. Je me dis, Ouais. mais c'est génial, on voit tout de suite à quoi ça peut ressembler et je l'ai jamais vu nulle part. Et donc, j'adore cet auteur pour sa qualité dans les descriptions. Voilà. Est-ce que vous avez fait des ateliers d'écriture, vous, personnellement? Oui, oui, oui. J'ai participé à plusieurs ateliers, donc à La Réunion. Et Pour puis écrire ce roman ou pour vous, pour vous améliorer en estimant que vous avez oui, des... c'était plus de manière générale pour voir en fait déjà ce qu'était un atelier d'écriture. Et puis surtout j'ai participé, enfin je continue même à prendre des cours avec un organisme de formation qui s'appelle les Artisans de la Fiction, qui se trouve à Lyon. Et donc ce sont des cours qui sont inspirés du creative writing anglo-saxon, de l'écriture créative. Donc là, on s'est vraiment basé sur la technique et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé pour l'écriture de mon roman. Donc C'est par quoi exemple, les difficultés que vous avez rencontrées pour écrire, techniques, les difficultés techniques que vous avez rencontrées pour écrire Vous ne connaissez il y rien. a tout le temps des difficultés techniques. Par exemple, comment finir un chapitre pour donner envie au lecteur de continuer à tourner la page. Euh, comment, Là, comment... on les tourne les pages parce qu'on a vraiment envie de savoir comment Oui, ça va se finir. Parce que c'est ça, on sait comment se passe la guerre, comment ça s'est passé. oui. Et on a envie vraiment de savoir qu'est-ce qu'elle va nous raconter jusqu'à la fin. Mm, Comment elle va arriver à cette tonte finalement, qu'est-ce oui. qui va se passer dans sa tête. Donc, je Mm. vous rassure, l'atelier est là parce qu'on tourne les pages, hein. Bah, tant mieux, tant mieux. C'était le but, ouais. Donc, alors, c'est vrai que, enfin, moi, j'ai fait des études de lettres, mais j'avais jamais appris, finalement, on n'apprend pas à l'école tout ce qui est technique narrative. Et là, dans ces cours d'écriture, j'ai appris, par exemple, à faire ce qu'on appelle la matrice d'un personnage. J'ai appris ce qu'était une scène active, une scène d'action en fait. Une scène d'action, elle est constituée d'obstacles, de conflits. Et ça, c'était des choses dont j'avais idée, mais de manière un peu inconsciente. Et là, le fait de les formaliser, ça m'a vraiment aidé pour construire en fait les scènes dans mon roman. Mm. Il y a des scènes entre les deux sœurs, parce elle a une sœur, on l'a pas dit, mais Simone, elle a Mm. sa sœur Madeleine, Oui, et oui. puis elle a son amie Colette aussi. Donc il y a des bonnes. Pareil, il y a aussi, je trouve qu'il y a l'abandon aussi qui est un peu traité, parce que quand qu'elle a plus de nouvelles de Mm. son amie, elle a l'impression d'être abandonnée. Et Oui. donc il y a des scènes qui sont assez. Ça a été compliqué de les écrire, ces scènes-là, entre femmes, entre toutes ces femmes qui. Alors Donc, non, ça n'a pas été compliqué, mais disons que j'essayais toujours, par exemple, quand je construis un dialogue, euh, j'essayais toujours qu'il y ait une raison d'être en fait au dialogue. Donc, pour qu'il y ait une bonne raison, il faut qu'il y ait une opposition entre les deux personnages qui se parlent. Donc, souvent, on va retrouver Madeleine qui essaye de dire à Simone, attention, là, tu vas pas dans le bon chemin, c'est dangereux. Et puis Simone, qui n'en fait qu'à sa tête, qui a des œillères et qui continue dans ses choix, dans ses mauvais choix. Alors, vous avez eu le prix Stanislas avec ce roman. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un prix? Et est-ce que ça fait ça donne une pression supplémentaire pour le prochain, qui je crois est en cours d'écriture? Euh, alors, le fait d'avoir un prix comme le prix Stanislas,
Ça m'a vraiment, enfin, ça a été un moment de joie intense en fait, et ça m'a donné confiance. Ça m'a donné confiance justement pour continuer à écrire, en me disant, euh, bah, j'ai une reconnaissance de la part de ce jury de lecteurs, de ce jury de professionnels, donc euh, je vais continuer parce qu'en fait, je doute en permanence et c'est pas fini. Et donc, le fait d'avoir ce prix, enfin, ça m'a donné, oui, ça m'a donné confiance. Est-ce que ça met de la pression? Non, enfin, c'est pas le prix qui me met de la pression. Après, la pression, je me la mets toute seule, de manière permanente. Mais non, J'ai rappelé quand même que votre roman il est dans la sélection 2025 du prix des lecteurs du livre de poche. Ça aussi, oui, c'est important. oui, oui, ouais, c'est une grande Plus fierté. ça va repartir à la lecture. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte, mais finalement, la sortie en format poche, ça redonne vie à un roman. Et tous les romans ne sortent pas forcément en format poche. Donc là, il Oui. est de poche Mm. hier. Ça fait quoi de le voir en petit? Et bon, là, il revient avec une autre couverture, mais ça fait quoi? On est content quand on sait Oui, qu'il oui, bah, c'est est en très émouvant poche. en fait. Effectivement, c'est comme, bah, vous le disiez, c'est une deuxième vie en fait. C'est comme si c'était le roman qui renaissait de manière différente, avec une nouvelle couverture, avec de nouveaux lecteurs, parce qu'il y a aussi des lecteurs qui attendent en fait l'apparition en poche. Donc, et puis vous voyez, bah, je suis invitée, vous m'avez invitée aujourd'hui grâce à cette sortie en poche. Donc, je suis très heureuse en fait de vivre cette nouvelle aventure. Et c'est compliqué d'en parler avec le. Parce que là, vous êtes dans un autre travail d'écriture, donc Oui. vous avez lancé des nouveaux personnages. Et Mm. là, il y a Simone qui vient vous retaper sur l'épaule en disant Papa, puis il va falloir que tu reviennes parler de moi. Est-ce que vous l'aviez mis de côté ou elle est toujours un peu dans votre tête, Simone, comme vous savez, des fois Bah, dans les BD, on a le personnage qui sort. Est-ce qu'elle vient de temps en temps vous hanter, Simone? oui, elle est toujours quand même présente. Je ne l'oublie pas, même si ces derniers temps, j'ai tendance effectivement à la mettre de côté, à passer à autre chose, mais je l'oublierai pas, en fait, je l'oublierai jamais. Donc j'en reparle toujours avec, oui, avec plaisir de ce premier roman. À l'école, vous aviez appris, oui, j'imagine, étant chartraine, vous aviez appris, j'imagine qu'il y avait un gros chapitre sur cet épisode-là de La Tour du Chat, ou pas du tout? Alors, pas un gros chapitre, ça dépendait en fait du professeur que nous avions. Nous, enfin, moi, je l'ai étudié, la photo, mais, euh, mais en fait, au moment où j'étais au lycée, on ne connaissait rien d'elle. Il a fallu attendre 2011 en fait pour savoir exactement qui elle était et ce qu'elle avait fait. Donc, quand on m'avait présenté la photo en cours d'histoire, bah, c'était simplement, voilà, il y a eu 20 000 femmes qui ont été tondues à la Libération et bah, il y a une Chartraine. Vous reconnaissez l'endroit où a été prise la photo. Elle a été prise par un photographe très célèbre, Robert Capa. Mais après, il n'y a pas eu plus d'analyse que ça. D'accord. Et en fait, en 2011, il y a un livre qui a été écrit par un professeur d'histoire, Gérard Leray, et par Philippe Frétinier, qui est un très bon connaisseur de la ville de Chartres. Ils se sont vraiment penchés sur les archives pour savoir qui était cette femme et ce qu'elle avait fait. Et leur ouvrage s'appelle La tondue 1944-1947. Et là, vraiment, on a tous les éléments biographiques connus, enfin, on les a dans cet ouvrage. Et d'ailleurs, ça m'a servi. Ça a été une des bases pour l'écriture de mon roman. Alors attention, c'est la question qui tue. Et vous allez y répondre, ça sera clair, comme ça au moins c'est l'auteur qui va répondre à cette question. Est-ce que ce livre est une réhabilitation de Simone Toussaint ou pas du tout? Alors, pas du tout, mais là, je tiens à le dire fermement. Et la première fois où on m'a dit cette phrase, je suis littéralement tombée de ma chaise parce que c'est aux antipodes de tout ce que j'ai voulu faire. Bien au contraire. En fait, mon idée, c'est de me pencher justement sur les motivations qui ont pu expliquer que certaines femmes, certaines personnes ont pu choisir le parti de la collaboration et dans mon esprit pour peut-être éviter que ça ne recommence, enfin, pour mettre en garde justement les jeunes générations. Donc, réhabiliter une collaboratrice, enfin, à quel moment est-ce qu'on peut avoir ce projet-là? Enfin, cette phrase, cette accusation m'a complètement sidérée. Donc non, c'est complètement aux antipodes de ce que j'ai voulu faire. Quand vous êtes allé à la rencontre de vos lecteurs, ceux qui vous avaient lu, ils vous ont dit quoi sur le livre en fait? Ils ont été perturbés, comme je l'ai expliqué, parce que la langue était différente. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? C'est quoi ce qui est revenu le plus souvent? Alors, quand j'ai rencontré des lecteurs donc en réel, on ne m'a jamais parlé de la controverse qu'on vient Oui. d'évoquer.
Ça a été surtout par le biais des réseaux sociaux, en fait, hein, et par des gens qui finalement n'avaient pas lu le roman. Donc, les lecteurs qui ont lu le roman, j'ai eu, par exemple, aujourd'hui, j'ai eu une rencontre et j'ai rencontré une femme qui a 92 ans. Donc, elle avait 6 ans au moment où l'occupation a commencé. Et elle me disait, mais qu'elle avait été, enfin, qu'elle avait eu l'impression de revivre cette période de l'occupation. Donc, ça m'a fait vraiment chaud au cœur, en fait, parce que justement, j'avais vraiment envie d'immerger mon lecteur dans cette période-là en lui donnant enfin, en donnant des détails, en donnant en recréant un univers aussi sensoriel sur oui, les bruits, les odeurs de cette époque, en retraçant la ville de Chartres à cette époque-là. Et cette femme, donc Liliane, que j'ai rencontrée tout à l'heure, qui me dit ça, bah, ouais, ça me touche profondément. Les atmosphères sont très bien. Alors, moi, c'est par rapport à l'histoire, ce que j'ai appris, mais les atmosphères dans votre roman sont tout à fait. On a l'impression d'y être aussi, hein. D'avoir parfois l'attention, de se dire, d'imaginer surtout le regard quand elle dit bah, je veux être allemande, ou quand elle dit Martha Goebbels, c'est la femme que j'admire le plus. On s'imagine être en face d'elle et de la voir, de la Mm, visualiser en train de dire mm, ça, et la puissance des mots. mm. Donc tout ça, c'est bien retranscrit. Donc là, n'ayez aucun doute, hein, Julie, sur le rendu de votre écriture, hein, parce que il faut quand même le dire, l'écriture est quand même top. Bah, merci, On va le dire merci comme ça, beaucoup. mais voilà. Donc l'importance de lire les avant-propos quand il y a des avant-propos, Oui. en Mm, garde, aussi. mm, Je voudrais revenir aussi sur l'exergue. mm, Ça est choisi, celle-là. Elle est bien choisie, hein. C'est Philippe Claudel dans Les âmes grises, où c'est marqué les salauds, les saints, j'en ai jamais vu. Rien n'est ni tout noir ni tout blanc, c'est le gris qui gagne. Les hommes et leurs âmes, c'est pareil. mm. Vous l'aviez tout de suite, vous vous êtes dit tout de suite, je vais mettre ça en exergue, ou c'est après? Alors, pas tout de suite, mais c'est au cours de l'écriture où j'ai relu justement ce roman et je me suis dit que ça collait pas mal avec finalement mes personnages. Très Euh, bien même. voilà. Même sur tout ce qu'on va lire après, je Oui. trouve. Ça Mm, donne un sens à ce qu'on va lire après. mm. Puis on se dit, ouais, les salauds, le gris, voilà, qu'est-ce qu'on va lire? Et quand on lit, plus on avance et plus on se dit finalement, cet exergue prend tout son sens Mm. au fil des pages. Bah, Et c'est en tout à fait vrai. conclusion, que je vous conseille vivement, je ne vous raconterai pas, mais que je vous conseille vivement de lire, vous allez voir, vous direz, elle avait raison, Nathalie. Bah, merci beaucoup, Nathalie. Bah non, mais on est là pour. Je voulais vraiment. Merci d'avoir répondu à ma question. Je voulais vraiment vous poser ces deux questions qui étaient un peu limite Oui. embarrassantes, mais c'était important d'y revenir Mm, parce que là, on parle de littérature, c'est une fiction, c'est un roman, c'est une fiction. mm, Ce n'est pas une biographie, ce n'est pas un roman historique parce que vous n'avez pas écrit un roman historique. Vous avez écrit une histoire où il y a une histoire mm. d'amour. Vous Ouais, avez ouais. inventé des choses. Donc voilà, moi, je me voulais absolument faire la réhabilitation de Julie Héraclès ce soir. Donc, et je crois qu'il y a des questions qui sont arrivées que Frédéric est là. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Julie, bonsoir Bonsoir, Nathalie, Frédéric. bonsoir nos lecteurs, spectateurs. C'est très intéressant cette histoire de réhabiliter ou de non ou de se glisser dans la peau d'un salaud ou d'une collaboratrice. Euh, c'est quand même le jeu de la littérature de faire ça, hein. On se rappelle du livre d'Harold Cobert qui s'appelait La Mésange et l'Ogresse, où il se glisse quand même dans la peau de Monique Fourniret, Mm, qui fournissait à son mari des enfants pour les violer et les tuer. Donc, c'est vraiment le propos de la littérature, toujours de faire ça. Ça n'engage ni l'auteur. mm, Voilà, donc c'est important de le rappeler parce qu'on est dans une époque très politiquement correcte dans laquelle on voit plus quel est le propos mm, de l'auteur et on pense qu'il est solidaire avec le personnage dont il parle, mais mm, il n'a jamais été question d'être solidaire avec le personnage mm. dans lequel on se glisse. Et d'ailleurs, à quoi ça sert, selon vous, de se glisser dans la peau d'un salaud? Ça sert peut-être à explorer justement ce qu'il ne faut pas faire, enfin, ou en tout cas à explorer pourquoi à un moment
un être humain fait ces choix-là, quelles ont été ses motivations, quels ont été les ressorts qui ont fait qu'à un moment, ce personnage devient un salaud finalement. Mm. Donc ça éclaire sur l'humanité dans tout ce qu'elle a de plus terrible, de plus tragique. Mm. J'aimerais bien partager avec vous, avant de revenir aux questions, j'aimerais partager avec vous un livre que vous connaissez peut-être et peut-être que vous l'avez lu et utilisé. Euh, c'est, c'est un livre de Léon Verte qui était l'ami de Saint-Exupéry et c'est un journal et ça se passe dans le Jura et donc c'est très intéressant parce que on s'aperçoit quand on lit ce journal qu'il y a un décalage entre aujourd'hui, ce qu'on pense Mm, et l'époque. mm. Et alors, on trouve ce que disaient les gens à l'époque, c'est-à-dire que, évidemment, il y avait à peu près personne qui était dans la résistance. Alors, il y avait des commerçants qui disaient, par exemple, oui, les Allemands, ils sont organisés, donc c'est vachement bien. Maintenant, la France, ça va être super organisé, ça va se passer mieux. Il y avait quand même plein de gens qui étaient, on va pas dire des collaborateurs, mais en fait, qui vivaient assez bien le fait que la guerre s'arrête, déjà, parce que c'est plus la guerre, euh, et qu'on soit occupé. Et il faut rappeler ça quand même, parce que est-ce que vous avez ressenti ça quand vous avez fait des recherches? En même temps, c'est une question de Nathalie, une autre Nathalie. Est-ce que vous avez ressenti ce décalage entre ce qu'on sait de l'époque et... Alors, c'est vrai que c'est une question en fait que je me suis posée quand on vit à cette époque, enfin quand on vivait à cette époque-là, on n'avait pas toute la connaissance en fait euh, qu'on a aujourd'hui. Donc, on était immergé dans l'époque et par exemple, est-ce qu'on pouvait imaginer ce que les nazis étaient en train de faire à Auschwitz ou dans les camps de concentration? Tout le monde n'était pas forcément informé ou alors ça paraissait tellement horrible que c'était peut-être pas vrai. Enfin, donc aujourd'hui, évidemment, on sait ce qui s'est passé. Euh, et donc, effectivement, les personnes enfin, qui ont fait des choix de la collaboration sont éminemment condamnables. Mais en tout cas, la protagoniste que j'ai choisie, elle avait des œillères et elle ne voulait absolument pas voir, elle n'acceptait pas en fait de savoir que des choses horribles pouvaient se passer en Allemagne. J'ai imaginé en fait qu'elle pouvait réagir de cette manière-là. Beaucoup de gens ne savaient pas d'ailleurs. Oui, alors en fait, finalement, en France, la plupart des gens étaient attentistes, n'étaient ni résistants ni collaborateurs. On attendait de voir, on essayait de survivre. C'était la guerre, il y avait des privations et voilà, on attendait. Et finalement, oui, enfin, la plupart des gens étaient comme ça, ne prenaient pas parti. Mm. D'ailleurs, c'est la grande question. Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que j'aurais fait à cette époque-là? Je crois que tout le monde finit par Ah, se la oui, tout le monde se poser. pose cette question. Euh, Bah oui, enfin, c'est difficile de répondre parce qu'aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé. Donc oui, effectivement, j'aurais sans doute... Enfin, non, je préfère pas dire parce que je ne sais pas, en fait. Je ne Mhm. sais pas. Donc, Ouais, je pense que personne ne sait d'ailleurs. ouais, c'est... Enfin, c'est assez facile de se dire Mm, aujourd'hui, j'aurais été un héros oui. euh, ou une Mm. héroïne. Oui, bien sûr, ouais. Et, alors donc, je reviens aux questions aussi. Alors, une de nos grandes fidèles demande, aviez-vous la structure de l'histoire entière au début de votre écriture ou est-ce que vous vous êtes laissé porter par vos personnages au fur et à mesure de la progression du récit? Euh, alors, j'avais quand même l'idée d'un plan général, mais c'est vrai qu'il y a eu des changements au cours de l'écriture en raison je me disais, là, ce personnage-là ne peut pas réagir de cette manière-là, donc il vaut mieux que j'aille dans ce sens-là. Mais j'avais quand même une structure globale. Et surtout j'ai commencé en fait à écrire mon roman en écrivant d'abord la journée du 16 août dans son intégralité en fait, dans ses moindres détails. Et après, j'ai écrit tout ce qui a précédé en intercalant donc tous les événements qui ont précédé la journée avec des retours sur la journée du 16 août 44. Donc c'est une sorte de fil conducteur cette journée. On y revient par intermittence.
Magali voudrait savoir ce que vous avez découvert avec ce livre. Bah, j'ai découvert plein de choses. C'est aussi un des aspects qui m'a passionnée, en fait, de pouvoir euh, lire finalement des livres d'histoire, regarder des films qui traitent de cette période-là, en ayant en tête un projet précis et donc en relevant des choses auxquelles, que je n'avais jamais imaginées. Alors, qu'est-ce que je pourrais citer? Euh, Par exemple, dans la journée du 16 août 44, à un moment, on l'assoit dans un baquet d'eau froide. Ça, je ne savais pas il y avait eu cette humiliation supplémentaire qui avait été infligée à certaines femmes. Voilà, c'est un exemple. Donc, j'ai découvert en fait plein de détails sur la période. Euh, Vous savez pourquoi? non, je ne sais pas pourquoi exactement. C'est, enfin, comme la tonte, en fait, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on inflige ça, si ce n'est qu'on veut que les hommes veulent enlever la part une part de féminité aux femmes. Euh, la tonte, ça date du Moyen Âge, mais pourquoi est-ce à ce moment-là, on a fait subir ça aux femmes qui ont... Mais l'asseoir dans un paquet d'eau froide, non. bah, c'est pour l'empêcher d'avoir le feu au cul. Alors, C'est oui, bien dans l'époque, il y a une espèce de truc comme ça, oui, oui, oui. très physique, Ouais. et de comment on traitait les femmes et comment les gens hurlaient autour. Alors là, je suis pas du tout sur ils ont raison ou ils ont tort, hein. Sur Hmm. le constat et sur le type d'humiliation infligée, c'est Oui, oui. c'est intéressant comment vous viviez ce décalage entre la Réunion et le paysage dans lequel vous étiez et le livre que vous écriviez? Est-ce que ça vous aidait? Euh, Alors, ça m'aidait dans le sens où je me sentais plus libre en fait en étant loin. Après, j'ai eu quand même besoin de regarder Google Maps pour me remémorer certains détails des rues, parce que j'avais vraiment envie que mon lecteur soit complètement immergé dans la ville de Chartres. Donc, il y a certains détails dont je me souvenais pas. Donc là, ça m'a manqué de ne pas être sur place pour certains détails, oui. Mais la technologie fait qu'aujourd'hui, on peut revoir certaines choses sans se déplacer. Est-ce que pourquoi on a attendu 2011? En fait, il y a ce livre dont vous avez parlé tout à l'heure, Mhm. et du coup, il y a quelqu'un qui a réagi et qui demandait est-ce que vous connaissiez l'existence de ce livre quand vous avez Mhm. décidé de... Oui, euh, oui. En fait, ce livre, il a été publié en 2011 et c'est vrai que à Chartres, je me souviens que c'est mon père qui m'en avait parlé, qu'il l'avait vu à la librairie à Chartres et comme la photo a été prise à Chartres, forcément les Chartrains étaient intéressés. Et, euh, et en fait, alors pourquoi? Donc c'est un professeur d'histoire, c'est Gérard Leray qui a eu l'idée de ce livre, parce que lui, tous les ans, en fait, il présentait la photo à ses élèves. Et un jour, il y a une de ses élèves qui lui a dit, mais en fait, qui était cette femme? Et c'est là où il s'est rendu compte que finalement, on savait très peu de choses sur elle. Et c'est à partir de ce moment-là où il a enquêté, où il a fait un travail d'historien pour essayer de retracer le parcours de cette femme. euh, sa famille n'est jamais venue vous voir en signature. Ah non, non, non. Vous savez d'ailleurs pas si elle a toujours une famille, Oui, non, j'imagine. je ne sais absolument rien je pense, enfin en tout cas dans les livres de Gérard Leray, il est dit que sa fille, sa famille ne veut absolument plus du tout entendre parler de cette histoire. Ah oui, ah, Mm. il dit ça quand même parce qu'il a dû essayer de les contacter. Oui, oui, oui. Oui, oui, vous y avez pensé quand vous écriviez que vous pouviez avoir quelqu'un de sa famille qui débarque? Oui, 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 j'y ai pensé et c'est aussi pour ça en fait que j'ai mis un avant-propos en fait pour bien marquer que j'avais absolument pas la prétention d'écrire la biographie de cette femme. Hmm. Et maintenant, vous êtes revenu? Vous n'êtes plus à La Réunion, là. Non, non, ouais, je suis revenue en 2022 et je suis à nouveau D'accord. à Du, Chartres. du Je suis coup, revenue à vous, Chartres. du coup, vous écrivez sur quelqu'un qui habite à Maurice ou à La Réunion ou,
Ah, C'est pas une mal. Pour bonne le idée, prochain. mais pourquoi pas? Le dodo, en fait, ça va écrire. Oui, le mystère du dodo. Ouais. Bon, mais non, mais j'essayais d'avoir un indice. J'ai essayé Il y a Oui, déjà un livre vous savez qui que j'y s'appelait ai Le bal du pensé, dodo. d'écrire sur la Je sais pas si vous Réunion, essayez, je crois que pourquoi c'était pas un Juliette jour. Dorman. Oui. Mm. Il y a aussi beaucoup d'histoires possibles. Est-ce que c'est un livre historique ou on peut... Alors, Le prochain est aussi dans l'histoire ou... oui, alors il y a toujours une part, j'aime quand même inscrire mes histoires dans un contexte historique bien précis. Donc oui, il y a une part d'histoire, même si c'est pas un roman historique, mes personnages sont dans l'histoire. Donc, il y aura un D'accord. avant-propos qu'il faudra bien lire avant de lire le roman. Non, mais je Bon, sais, alors, en général, quand il y a un avant-propos ou qu'il y a des petites astérix en tout bas de page, ou qu'il y oui, a un ça, non. truc là-bas, c'est comme les conditions générales de vente, hein. Il faut toujours Oui. aller lire parce que si ça existe, c'est que c'est important quand même. Oui, Mm. oui. Évite certaines choses et des désagréments à l'auteur derrière aussi, quoi. Je rêve de faire un avant-propos sur un livre complètement inventé en disant que toutes les personnes qui se reconnaîtront dans ce livre ont parfaitement raison, que c'est bien elle, qu'il n'y a pas de souci, Oui. c'est elle. Ouais, Un truc, un avant-propos complètement oui. à l'envers Ouais. dans un livre complètement fictionnel. Ça ferait du bien un peu. Euh, Oui. alors, j'ai zappé une question. Il y a quelqu'un qui voulait savoir, parce qu'il est inspiré par me dit-il, il est inspiré par votre titre, vous ne savez rien de moi. Donc, on ne sait rien de vous, Julie. Ah ben Euh, oui. vous faisiez quoi avant de vous consacrer à la littérature? Alors, bah, j'ai été journaliste et puis après, j'ai travaillé dans l'insertion professionnelle et ce que je fais toujours en parallèle de l'écriture. En fait, je travaille 3 jours par semaine et j'ai 2 jours consacrés à l'écriture. Voilà mon D'accord. quotidien Et ça actuellement. marche? Alors, bah, j'aimerais bien avoir tout mon temps pour l'écriture, mais ce n'est pas forcément possible. Mhm. Donc oui, j'essaye de faire en sorte que ça marche, malgré tout. Est-ce que la période journalistique vous a aidé à faire des recherches? Oui, 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 bien sûr. C'est une très bonne école aussi pour l'écriture. Et puis, et en fait, le journaliste, c'était aussi parce que j'aime écouter les histoires des gens, en fait. Et je retrouve ça aussi dans la littérature. J'aime m'inspirer des histoires des gens pour en raconter de nouvelles. Donc, il y a un lien finalement entre... Et puis même mon métier actuel, l'insertion professionnelle, je rencontre tous les jours des gens qui me racontent leur vie finalement. Donc, des moments vraiment qui sont inspirants. Ils vont Savent-ils peut-être que peut-être hésiter un à vous jour, raconter leur vie maintenant que vous en faites des livres. peut-être qu'un jour, il y en a un de vos des écoutes qui vont se retrouver dans un livre. Ah oui, mais attention, il y aura un avertissement Un avant. propos. Ouais, c'est vrai. Comme on parle de livres là, Julie, est-ce que vous avez un conseil de lecture à nous donner? Bah, je vous donnerai le roman dont je vous ai parlé tout à l'heure, Mud Woman. C'est un des derniers romans que j'ai lus. Donc, pour vous mettre l'eau à la bouche, c'est l'histoire ça commence en fait, le premier chapitre est d'une force incroyable. Une petite fille, elle doit avoir 6 ans, est avec sa mère. Sa mère, on suppose qu'elle n'est pas tellement saine d'esprit, elle doit être folle, enfin, elle souffre d'une pathologie psychiatrique. Et sa mère décide d'abandonner sa fille dans un marais et la laisse en fait immergée dans un marais. Elle la laisse pour morte en fait. Le marais est en train de recouvrir sa fille, il n'y a plus que son visage qui lui permet encore de respirer. Sa mère part et la petite fille va être sauvée par un homme qui vit dans le marais, un homme très rustre. Donc ça, c'est le premier chapitre qui vous laisse complètement... voilà. Scotch, hein? Voilà. Scotch. Et puis après, deuxième chapitre, on arrive, la petite fille a grandi, elle est devenue adulte, elle est devenue surtout l'une des plus... enfin, la première femme à diriger l'une des plus grandes universités américaines, une des universités de l'Ivy League. Donc, voilà, elle a eu un... Enfin, que s'est-il passé entre ces deux temporalités? Donc, le roman va être justement l'histoire de sa vie.
Et on se rend compte que finalement, cette femme puissante, au fond d'elle, restera toujours cette mud girl, cette petite fille des marais. Mud, c'est la boue, le marais. Euh, voilà, c'est un roman. Enfin, Elle est- j'adore cet auteur déjà, je pense que c'est mon roman préféré d'elle. C'est un roman qui peut pas vous laisser indifférent. Tous ces romans sont dingues. On se demande Oui. comment ça se fait qu'elle n'ait pas encore prix Nobel de littérature, hein. C'est quand Mm. même un truc Ouais. incroyable. C'est vrai Mm. qu'il y a une force. Et Mm. moi, mon conseil de lecture, il est là. Donc, mesdames, il est depuis hier sur toutes les tables de librairie. On le reconnaît bien. On se demande ce que c'est. Donc, vous ne connaissez rien de moi. Donc, c'est Julie Héraclès, prix Stanislas 2023, sélection du prix des lecteurs du livre de poche. Un grand merci, Julie, d'avoir été avec Merci à vous pour cette interview. la reprise. Donc voilà. Et nous, on se retrouvera mardi prochain pour notre rendez-vous avec les mardis de l'édition indépendante, où on recevra une maison d'édition qui se trouve en Bretagne et qui s'appelle Locus Solus. Bonne chance pour le travail, Julie. Écrivez-nous un livre aussi percutant et aussi. Et puis à bientôt, j'espère. Merci à toutes les deux. Bonne soirée à vous deux, Bonne mesdames. soirée.